Ok. Donc on va rester dans le thème de la mise en scène du savoir avec une table ronde qui va interroger deux concepts de médiation scientifique, donc l'animation spectaclisée ou le théâtre de science. Alors nous avons 6 personnes avec nous qui vont se présenter l'une après l'autre. Je commence par Samantha. Yorana, Samantha Boni-Tirao, je suis donc étudiante en Master 2 MEF4 et chargée de mission à la DG2E. Bonjour à tous, Anna Temou, étudiante actuellement en MIF4 avec Samantha et enseignante spécialisée sur le DAZ de Punavia. Voilà. Bonjour, Florence Condat. J'ai été invitée par Rodica à intervenir en tant qu'éditeur, femme de théâtre et on va dire personne qui a roulé sa bosse dans l'ordre de la médiation culturelle, éventuellement scientifique. Parisienne. Rodica Elinkay, donc je suis enseignant-chercheur et j'ai eu le plaisir cette année d'enseigner une unité d'enseignement qui portait sur le théâtre des sciences et sur l'animation théâtralisée avec le parcours du MEF4. Antoine Delcroix, je suis professeur des universités à l'ESP de l'Académie de Guadeloupe, Université des Antilles. Émilie Guy, étudiante en MEF4 et enseignante en réseau éducation prioritaire. Merci. Alors on va d'abord commencer par un petit point sur l'ancrage théorique là, de ces deux concepts d'animation spectaclisée ou de théâtre de science. Après, vous aurez une petite surprise, mais on ne vous en dit pas plus. Je vais peut-être donner la parole d'abord à Rodica qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il faut entendre derrière ces deux concepts qui sont souvent réunis, mais qu'on peut apparemment en distinguer. Oui, en fait, je ne pense pas que je vous dirai qu'est-ce qui distingue ces deux concepts parce que c'est l'objet de la table ronde. Donc c'est une réflexion que certainement on poursuivra. Mais nous avons deux concepts en présence qui sont très souvent utilisés comme synonymes. Par mon passé, j'ai travaillé pendant 15 ans à la Cité des sciences et de l'industrie et effectivement, on utilisait l'appellation donc animation spectaclisée et théâtre des sciences ou théâtre scientifique était utilisée au même titre. Est-ce que ça veut dire vraiment exactement la même chose? Donc déjà, le terme de spectaclisé a été proposé par Daniel Reichwag en 90, mais il parlait des conférences, en fait, les conférences qui étaient différentes des conférences magistrales, qui avaient des éléments théâtraux. Ensuite, il y a Delaforge qui a emprunté le terme à Daniel Reichwag et qui l'a appliqué aux animations. Donc c'était l'époque des musées interactifs. Et le terme a été tout de suite accepté parce que dans ces expositions interactives, les manifestations et les animations de ce type, avec des éléments du spectacle, avaient un très grand succès. Toujours en basculant entre animation spectaclisée ou théâtre des sciences. Ça dépendait de l'équipe de l'animation qui créait le produit respectif envers le public. Mais la différence n'a jamais été faite. Donc, la question que nous avons abordée cette année avec le parcours de MEF4, de médiateur scientifique, dans cette unité d'enseignement, était est-ce que vraiment on peut dire qu'elles sont complètement synonymes? Oui, pourquoi pas. Mais si elles ne le sont pas, pourquoi elles ne le sont pas? Et donc, c'est l'objet de cette table ronde, d'essayer de distinguer qu'est-ce qu'il se cache un peu derrière ou qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'elle serait différente. Est-ce qu'un médiateur scientifique peut faire une animation spectaclisée avec la même facilité qu'il peut faire un théâtre des sciences? Est-ce qu'on n'a pas besoin des compétences qui sont peut-être différentes? Donc, pour glisser dans l'autre concept de théâtre de sciences, bon, c'est déjà en 1881 que Louis Figuier avait proposé une nouvelle forme de vulgarisation qui n'a pas eu beaucoup de succès
auprès de ses collègues, en fait, mais qui a eu du succès auprès du public. Et à ma connaissance, Daniel Rajvag, c'est la première personne qui a fait une thèse sur le théâtre et les sciences, et aussi son HDR, sur la même thématique. Et après Daniel Rajvag, on a eu toute une série de conférences que j'avais déjà annoncées dans le séminaire Théâtre des sciences en 99, qui est le répertoire théâtral traitant de la science, que signifie chaque année, pendant 4 années de suite, tant scientifique, tant théâtral, théâtre des sciences, mais que signifie faire du théâtre des sciences? Donc ici, on ne parle pas du tout d'animation spectaclisée. Bon, après, il y a des compagnies théâtrales qui se sont emparées de cette thématique parce que ça avait du succès, en fait. À la Cité des Sciences, on faisait ça pendant les périodes rouges. Les périodes rouges sont des périodes qui sont les plus fréquentées au musée. Ça avait beaucoup de succès, donc c'est à ce moment-là qu'on faisait des animations de ce type. Je ne sais pas quoi, ça pouvait être des animations spectaclisées ou des théâtres des sciences. On va voir quelle est la différence, j'espère à la fin de la session. Mais ça fait beaucoup de succès. Donc du coup, on a commencé à collaborer avec des compagnies théâtrales. Donc ici, on parlait vraiment du théâtre. Et on donnait des textes à des compagnies de théâtre qui venaient à la Cité des Sciences et de l'Industrie et qui faisaient la représentation. Et certainement, c'est suite à ça que nous avons Norbert Aboudarham qui, dans un article, il se demande qu'est-ce que c'est le théâtre des sciences. Est-ce qu'on parle d'un théâtre des sciences ou d'une science du théâtre? Voilà. Et on va voir, peut-être je reprendrai le micro tout à l'heure pour voir pourquoi il dit ça. Bien sûr, quand il dit pourquoi théâtre des sciences, déjà, il met en question l'appellation, parce qu'il se demande est-ce qu'il existe un théâtre de l'amour, est-ce qu'il existe un théâtre de la guerre? Quand on a écrit Roméo et Juliette, est-ce qu'on a dit que c'est théâtre de l'amour? Ou Richard III, est-ce qu'on a dit que c'était le théâtre de la guerre? Voilà. Donc pourquoi on dirait que c'est du théâtre des sciences? C'est tout simplement un contenu. Donc on parle du contenu. Je reviendrai sur cela parce que, en fait, il dit qu'il constate auprès de ses collègues qu'il y a un glissement derrière le contenu, qui est un contenu lourd, solide, parce que c'est des sciences, et que certains de ses collègues pourraient se passer un peu des éléments du théâtre, des codes, des normes du théâtre, pour dire qu'on fait du théâtre des sciences. Je ne sais pas si quelqu'un veut continuer. Yoranaf Aho, alors juste pour faire part un petit peu de notre expérience en tant que MEF2, sur ce que vient de dire Rudika, en tant qu'étudiant, au fait, nous avons dû rendre un devoir, évidemment, où nous avions le choix, réaliser une animation spectaclisée ou écrire une pièce de théâtre scientifique. Et donc, au fait, avec ces 2 tâches, nous avions dû, nous, étudiants, justement, nous interroger ce que c'est que exactement l'animation spectaclisée ou le théâtre scientifique. Alors, bien sûr qu'il nous reste encore, évidemment, des lectures scientifiques, toute une littérature à mener pour vous donner des réponses exactes. Mais en tout cas, pendant, au fait, l'écriture de l'animation spectaclisée ou du théâtre scientifique, nous nous sommes retrouvés dans l'un ou dans l'autre en tant qu'auteur. Et en tant qu'auteur, donc, nous devions être au clair sur les concepts et notions scientifiques. Et ce qui n'était pas évident là, c'est quand il fallait vulgariser au fait ces concepts, que ce soit via une animation spectaclisée, où on utilise effectivement tous les codes de la dramaturgie, mais aussi en pièce de théâtre. Donc voilà, nous avions ici 2 rôles, auteur, mais en même temps aussi scientifique, parce qu'il fallait être au clair avec ces notions. Donc voilà un petit peu une première réflexion. Animation spectaclisée ou théâtre scientifique, on est avant tout auteur et concepteur. Voilà.
Juste par rapport à ta remarque, je voulais dire que Antoine Delcroix disait hier qu'il utilise ses étudiants parfois pour faire de la recherche ou des expériences. Ils se rendent compte toujours à la fin. Et en fait, elle m'a trahi tout de suite, Samantha, parce que j'ai lancé ça comme une problématique à résoudre. Mais en fait, je me suis servi un peu d'eux en leur donnant cette tâche. Écrivez-moi ça ou ça, sans leur dire qu'il y a ou pas une distinction. Donc, ils ne savaient pas où aller. Et je ne les ai pas trop aidés parce qu'en fait, j'étais très curieuse de voir qu'est-ce qu'ils produisaient, de voir si ça émerge de la part de l'auteur de la pièce, en fait, cette différence. Et on a eu quand même parfois des difficultés parce qu'on a eu des représentations dans la classe qui pouvaient être dans l'un ou dans l'autre. Voilà. Après, moi, je me posais aussi la question dans le cas de la Polynésie, on a eu des pièces de théâtre qui ont été écrites par une des collègues, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais j'ai culpabilisé après un peu parce que tu nous as dit qu'il ne faut pas tout contextualiser. Et en fait, je l'ai fait réécrire pour lui dire de contextualiser, de changer un personnage. J'ai culpabilisé après un peu, mais finalement, on a contextualisé. C'est pas Émilie? Non, c'est une autre collègue, voilà. Mais est-ce qu'après, il faut, je ne sais pas si tu veux dire 2 ou 3 mots. Peut-être pas en général, mais justement pour poser la question, puisqu'à la base, il y a quand même, dans cette histoire-là, il y a un savoir à transmettre. Et juste la question que je me posais, c'est est-ce qu'on se pose la question à la base, est-ce que ce savoir est universel? Comment est-ce que ce savoir doit éventuellement être adapté, transformé, etc. Et je vais vous proposer juste un texte comme ça qu'il faudra peut-être mettre un jour en scène. Il n'est pas de moi, alors j'en prends pas la responsabilité. Et en fait, c'est en écoutant Joël ce matin, je me demandais justement le circuit que faisait un savoir pour être reconnu comme universel et pour éventuellement retomber ensuite dans les savoirs communs. Et si on avait parfois trace, pouvoir refaire la trace du chemin de ce savoir. Alors le texte n'est pas de moi. Il est de quelqu'un qui fait de la médiation scientifique, qui s'appelle Hervé Ferrière, et de sa sœur, qui s'appelle Laurence Ferrière. Et la sœur de Hervé est maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale. Et Laurence Ferrière, à l'époque où ce texte a été écrit, était professeur des écoles dans une école communautaire des populations indiennes des Grands Lacs au Canada, où il y a des savoirs locaux, traditionnels, par exemple en termes de classification des animaux, qui ne sont pas les classifications occidentales, mais qui sont efficaces et pertinentes pour les besoins locaux. Alors ce texte dit la chose suivante, dans la circulation des savoirs, il dit qu'un savoir est d'abord reconnu localement comme utile et efficace, et que ce savoir est local, il est recueilli, discuté, quelquefois au cours de controverses, donc on pourrait mettre en scène des controverses, acclimaté, il est ensuite validé et modélisé. Et alors là, c'est la pierre dans le jardin des mathématiciens qui sont dans la salle, on est au moins 2, souvent mathématisé, ajoute Hervé, puis il est mobilisé et appliqué au sein des communautés savantes, avant d'être parfois, mais avec l'accord des autorités, quelles autorités, diffusé dans l'ensemble des sociétés. Il est alors enseigné, vulgarisé, et en quelque sorte imposé à ou adapté par la population générale. En définitive, il est approprié et mondialisé. Mais fait important, il subit alors des formes de relocalisation, car il va être mobilisé avec certains petits aménagements, entre guillemets, afin d'être utile et efficace dans des contextes donnés. Tout savoir diffusé, affirment Hervé et Laurence, a donc été d'abord un savoir local. Juste pour replacer la question, en fait, et en fait, je ne l'avais pas préparé du tout comme ça, mais c'est en vous écoutant et en écoutant Joël ce matin qui
qu'il m'est venu l'idée de reprendre. C'est un article qui s'appelle « Cadre épistémologique d'un projet d'enseignement scientifique en contexte multiculturel. Apprenons les sciences ensemble ». Oui, non, je me demandais juste si Florence, toi, en tant que femme de théâtre ou en tant que médiatrice culturelle, tu avais donc déjà expérimenté, vu, travaillé sur ces formes-là? Je n'ai pas proprement parlé fait de médiation scientifique. Par contre, j'ai fait beaucoup de médiation culturelle et j'ai surtout fait beaucoup de théâtre. Et c'est vrai que moi, je suis interpellée quand j'entends y a-t-il un théâtre de science c'est sur ce distinguo entre ce qu'on appelle le parcours d'interprétation dans certains musées et puis la visite théâtralisée de l'autre, quand c'est une compagnie de théâtre qui s'en empare. Et moi, la question là, sur laquelle je réagis, c'est oui, y a-t-il un théâtre de l'amour pour Roméo et Juliette? Y a-t-il voilà. Et quand on dit théâtre de science, moi, ce que j'entends effectivement, c'est qu'on relègue la science dans une incompétence artistique. C'est-à-dire que c'est comme si on dénonçait le fait qu'un objet théâtral parlant de science ne peut pas accéder à une qualité artistique. C'est ça que j'entends. Alors, soit c'est de l'autorelégation, soit c'est de la relégation par le monde des sciences humaines ou des artistes. Mais c'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends parce que c'est vrai qu'on ne dit pas il y a un théâtre de l'amour, c'est Roméo et Juliette. Il y a un théâtre de la guerre, c'est l'état de siège de Camus. Et puis si on parle des molécules, là tout d'un coup ça devient un théâtre de science. Je trouve que la question le caractère artificiel de la question, moi c'est ça que ça m'évoque. Je dirais juste une chose, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui de nombreuses compagnies de théâtre qui infusent et diffusent la science dans des productions artistiques. Je prendrai l'exemple tout bête du porteur d'histoire qui a fait un tabac et qui, in fine, raconte l'histoire du cinéma à l'échelle de l'histoire des expérimentations physiques et chimiques qui étaient celles des magiciens, des illusionnistes. Donc voilà quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est que on part, et c'est un peu ce que tu dis avec ton histoire du parcours d'un savoir. Le savoir, il s'inscrit localement, donc finalement, il s'inscrit dans une spécialité avant de se diffuser. Et je dirais, la clé, c'est l'interdisciplinarité. Et c'est la question que toi, tu évoques quand tu dis « je suis une scientifique, je ne suis pas un auteur ». Si, un scientifique peut devenir auteur. Il suffit qu'il soit animé du désir de porter sa connaissance à l'autre. Et donc, voilà. Et je rajouterai une dernière chose, c'est si moi, comédienne, demain, on me propose d'être le médiateur d'une science que je ne maîtrise absolument pas, ça se fera. Ça se fera si j'ai le désir, tout simplement, de devenir la molécule dont les enfants qui deviennent les atomes. Le comédien, c'est pareil, quoi. Et l'artiste, c'est pareil. Il devient ce qu'il porte. Enfin, c'est le personnage, quoi. Et le personnage, ça peut être un chien, ça peut être une molécule d'hydrogène, ça peut être le pot de fleurs, ça peut être le cocotier, ça peut être le plant de vanille. C'est une question de désir de porter à l'autre un discours. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Je peux réagir. Voilà, parce qu'avec cette intervention de Florence, je te remercie. En fait, on entre déjà dans la partie centrale ou la deuxième partie. Et tu rejoins l'auteur qui dit qu'il y a des contenus, en fait, et qu'il ne faut pas se cacher derrière un contenu pour dire que j'ai fait une performance moyenne, parce qu'en fait, ici, je ne devais pas être acteur, je devais juste mettre en scène les sciences. Donc, du coup, je me cache derrière un contenu pour justifier éventuellement. On parle déjà des compétences. Donc tout le monde ne peut pas être comédien. Voilà. Donc, on en arrive un peu au métier de médiateur scientifique. Est-ce qu'un médiateur scientifique peut être comédien et jouer dans un contenu, donc une pièce de théâtre qui a un contenu scientifique? C'était le deuxième débat. Jusqu'où sont les limites donc, de ce métier? Médiateur scientifique ou acteur? À quoi on nous forme quand on nous demande de devenir médiateur scientifique? Et
je sens que tu veux réagir, mais donne-moi encore un peu de temps. Parce que, en fait, quand on est médiateur, animateur des sciences ou médiateur scientifique, on peut tout à fait, selon moi, mettre en place une animation spectaclisée. On revient au terme de Delaforge, parce que c'est dans notre métier. Donc, je fais une animation et je rajoute quelques éléments et un costume. Et je dis que ce n'est pas une animation ordinaire, c'est une animation spectaclisée. Donc ça, je sais faire en tant que médiateur. Je ne sais pas si je sais faire entrer dans la peau d'un personnage et devenir une molécule ou soutenir un monologue. Mais à l'inverse, parce que tu as dit que je sais devenir une molécule, mais à l'inverse, si on te demandait de faire une animation spectaclisée, et ici on va entrer sur les détails, quels sont peut-être les éléments qui les différencient. Si on te demandait de faire une animation scientifique ou une animation spectaclisée, au Palais de la Découverte, par exemple, ou ici, sur un thème très pointu, est-ce que tu penses que tu pourrais le faire, étant comédienne? Ah ben voilà. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est que la clé, c'est de constituer des équipes qui réunissent les talents appropriés. Donc finalement, sur un contenu scientifique, il me paraît évident qu'il faut avoir un auteur scientifique, enfin quelqu'un qui valide les contenus. Mais en parallèle, il faut aussi un metteur en scène, un directeur, enfin un porteur du projet, un spécialiste de la médiation qui met en branle une équipe d'artistes, si on veut. Et à ce moment-là, on arrivera au degré supérieur du projet, quoi. Et aussi pour appuyer ça, il faut tout simplement penser au public. Qui est le public qu'on a en face et quelles sont les techniques qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise les mêmes techniques en tant que médiateur scientifique qui fait une animation spectaclisée ou en tant qu'acteur qui joue une pièce de théâtre? Parce que normalement, dans les codes théâtraux, donc quand tu es sur scène et tu entres dans la peau d'un personnage et tu es la molécule ou tu es Juliette, tu es sur scène et tu te prépares avant de l'être la bactérie ou Juliette, voilà, dans les coulisses. Et tu arrives sur scène et tu ne vas pas sortir de la peau de ton personnage parce que le public va le sentir. Donc tu dois tenir bon jusqu'au bout. Donc le public, il connaît la convention théâtrale. Il n'osera jamais dire « Hey Juliette, mais fais attention parce qu'il y a ton mouchoir qui est tombé » ou il ne va pas dire « Hey bactérie, attention parce que… Donc le public connaît la convention théâtrale, donc il ne va pas intervenir. Donc selon moi, on est très protégé quand on est acteur et quand on joue la pièce de théâtre. Parce qu'on peut apprendre par cœur le contenu. On est sur scène, on apprend le contenu, on le dit et on sait que personne ne nous interrompra pour nous demander des précisions. Ici, Coralie, par exemple, si on l'interrompait pour lui demander des précisions, elle saurait répondre. Pourquoi? Parce qu'elle est professeure spécialiste. Donc, elle peut tout à fait faire une animation spectaclisée parce qu'à tout moment, elle saura nous répondre. Mais quand on fait une animation spectaclisée, ici, en général, on communique avec le public. On leur dit des choses. Si les enfants sont jeunes, on peut leur dire répétez après moi pour apprendre le concept, la technique de la répétition. Après, on te dit quelqu'un vient ici pour se montrer comme exemple et il fait une expérimentation. Mais on a toujours un spécialiste dans le public qui va lever le doigt, parce que moi je rappelle toujours, quand j'étais à la Cité des Sciences, j'avais un collègue un peu fou qui s'est lancé dans une animation, et il disait tous les propos du monde, il s'est lancé dans un truc qu'il ne maîtrisait pas. Et il y avait Albert Jacquard dans la salle, tu vois. Et donc, il expliquait la génétique à Albert Jacquard, en fait. Voilà. Et il y a toujours ce risque, parce que tu discutes avec le public, et tu peux avoir toujours des questions. Donc, tu es obligé de leur répondre. Alors que le public ne t'interrompra jamais quand tu es dans la peau d'un personnage. Voilà. Une intervention juste pour vous dire que, justement, il serait peut-être temps de voir ce que c'est qu'une animation spectaclisée ou une pièce de théâtre scientifique. Carole ?
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pâtre Cléo. J'ai été élue reine du savoir. Eh oui, ça vous embouche en coin, n'est-ce pas? Alors, j'ai bien entendu ce que vous aviez dit. Vous voulez assister à des animations spectaclisées, à des pièces de théâtre scientifiques. Justement, nous avons là, j'ai fait appel à mes sujets, d'accord, pour vous présenter des pièces de théâtre. Vous allez voir des personnages magnifiques, plus beaux les uns que les autres, merveilleux. Oups. On n'a pas d'yeux, ni d'oreilles d'ailleurs. Par contre, touche le haut de ta tête. Hey, mais il y a un petit trou. Ce petit trou, c'est ta bouche, aussi appelée prostomium. Tu n'as rien remarqué d'autre? Mais on n'a pas de dents. Exactement. Nous mangeons nos aliments en les avalant directement à la surface du sol pour les broyer dans notre gésier. Ça m'intrigue. Si on a un trou ici, on a peut-être un trou de l'autre extrémité. Je vais voir. Mais oui, il y en a aussi un petit trou ici. Mais ça veut dire qu'on a deux bouches alors? Mais non, petite sœur, ce petit trou, c'est ton anus. C'est par là que tu fais caca. Ah bête! Ah là là, mais quelle chochotte celle-là. Tu sais, tu ne devrais pas être aussi dégoûté par nos excréments. Au contraire, tu dois en être très fier. Être fier de notre caca? Pourquoi? Car nos excréments, aussi appelés turicules, rendent le sol très fertile et permet la pousse des plantes, ce qui contribue à la vie sur Terre. Lol, tu me prends pour un vermicelle ou quoi? Mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Comment notre caca peut permettre la pousse des plantes? Que je t'explique. Vois-tu, pour pousser, une plante a besoin de différents éléments. Du dioxyde de carbone qu'elle capte dans l'air, de la lumière apportée par le soleil, de l'eau et des sels minéraux qui correspondent à de tout petits ingrédients ou nutriments présents dans le sol et qui sont absorbés par les racines des plantes. Je vois pas le rapport avec notre caca. Minute papillon, j'y viens justement. Nos turicules sont remplis de bactéries et de sels minéraux au pH neutre dans les plantes en raffolent. C'est en quelque sorte comme du super compost pour eux. Waouh, c'est du super caca alors. Hein? Mais... J'arrive pas à le croire. Hein? Et pourtant, tu peux bel et bien y croire. À côté de ça, nous, les anéciques, nous creusons des galeries jusqu'à 3 mètres de profondeur. Waouh, ça a l'air rigolo ça. Et dis, tu m'apprendras à creuser des galeries? Mais bien sûr, viens, je t'apprends ça tout de suite. Chouette. Voilà. Alors, on peut remercier Marotea et Vahinetoua de vous avoir présenté un extrait de leur pièce de théâtre scientifique. Donc, cette pièce de théâtre se présente en général en 3 parties. Donc, la première partie parle de la taxonomie du ver de terre, la deuxième partie de l'anatomie du ver de terre et la troisième partie parle du rôle du ver de terre dans la fertilisation des sols. Donc voilà. Et si vous voulez assister à l'intégralité de leur spectacle, vous vous dirigez vers Madame Rodica qui vend les billets pour la semaine prochaine à l'OTAC. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai chaud. J'ai mal à la tête.
Persistance rétinienne. Alors, mais c'est quoi la persistance? Comme tu le sais, le globe oculaire est composé de différentes parties. Il y a la cornée, l'humeuse aqueuse, l'iris. Mais je connais tout ça. Tu me prends pour une cervelle de moineau? Ah là là, mais tu es susceptible. Il faut se calmer. Tu vas nous faire une crise d'épilepsie. Sois patient et laisse-moi parler. Si, non. Ok, t'en vas pas. Allez, quoi. Belle et splendide rétine. Bon, pour cette fois, ça passe. Mais tu ne me coupes plus la parole. D'accord, belle rétine. Alors, bon, où étais-je? Ah oui. Donc, nous avons le cristallin, le corps vitré, moi la rétine, puis nous avons aussi le nerf optique par lequel tu reçois toutes les informations. Alors, tu as vu l'oiseau dans la cage? Oui. On est d'accord. Je suis la rétine et je suis composée de cellules photosensibles qui sont les cônes et les bâtons. J'aime bien ton costume. Tu as le look cocotte. Je sais, ça fait toujours cet effet. Mais où ça marche, cet effet? Oh là là, il faut sortir de temps en temps de ta boîte crânienne. Il y a une vie dehors. Ça m'apprendra à être gentil. Alors, les cônes sont sensibles, les cônes sont responsables de la perception des couleurs. Elles sont sensibles aux couleurs bleu, vert et rouge. Grâce à elles, elles nous permettent d'apprécier toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, par exemple. Sans elles, nos paysages seraient tout gris. Ça serait dommage de nous chez nous, avec nos cocotiers, nos hibiscus et nos bougainvilliers. Ah, à qui le dis-tu? Moi. Ça me détend grave les arcs-en-ciel. Et tu sais même pas comment. Ok. Rétine appelle le cerveau. Rétine appelle le cerveau. On peut continuer? Oui, tu peux. Puis nous avons les bâtonnets qui, eux, sont sensibles à la luminosité. C'est ce que l'on appelle également la vision scotopie. Grâce à mes cellules photosensibles, elles examinent plusieurs parties de l'image, comme le relief, la taille, la luminosité, la perspective. Mais et la cage et l'oiseau dans la cage? Mais on n'y est toujours pas. Tu te rappelles cet oiseau dans la cage sur le tomatrope? J'y arrive. Alors, tu as vu cet oiseau? Elle est imprégnée sur moi. Mais elle ne disparaît pas immédiatement. Elle reste un dixième de seconde. Plus l'image est fixée, plus elle persistera. Et c'est ça la persistance rétinienne. C'est tout? Mais non! Tu as vu l'image de l'oiseau sur la rétine. Elle est imprégnée puis superposée avec l'image de la cage grâce à la vitesse. Car à 24 images oiseau-cage par seconde, l'illusion est parfaite. C'est ça. Et là, tu vois, l'oiseau dans la cage. Merci à Sylvie et Moana Maria. Donc, vous aurez tout compris sur la persistance rétinienne. Vous venez d'assister à un extrait de leur pièce de théâtre scientifique. Donc, pour rappel, la persistance rétinienne, c'est la capacité qu'a la rétine à superposer plusieurs images pour donner l'impression qu'on n'en voit qu'une. Voilà. Donc, on va attendre que notre collègue se prépare. Voilà.
Donc voilà, vous avez un effet ici de la persistance rétinienne. Bon, normalement, il faut tourner plus vite. Hein. Donc vous voyez normalement un petit Vini, le petit Vini là. Voilà, tout est prêt, les micros sont prêts. C'est aussi ça le théâtre. Hein, voilà, donc on fait avec les moyens du bord, le temps de faire la passation des micros. Voilà. Il faut mettre la table au milieu. Ok. Je fais tout. Hein. Je suis la reine du savoir. Je fais tout. Hein. Voilà. Je prépare. Je m'occupe de la logistique. La logistique, c'est bon. Votre roi. Voilà le petit Vini. Vini est un petit oiseau avec un chant merveilleux. Curieux, il aime explorer tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, il se pose sur une branche d'un majestueux manguier chargé de fruits. Il voit toutes les mangues qui sont par terre. Son regard se pose sur une graine qui se trouve un peu plus bas, à quelques mètres de l'arbre. Il se rapproche de cette graine et commence à se poser des questions en l'observant. Il cherche des réponses parce qu'il est convaincu que la graine symbolise la mort. Vini est lui-même une graine de chercheur. Manguier va le guider dans sa quête. Calmez-vous, Vini, voyons. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Moi, je suis comme saint Thomas. Je crois ce que je vois. Je reste avec cette graine de mangue qui porte soi-disant la vie. Mais comment donne-t-elle véritablement la vie? Vini, je vais vous raconter l'histoire de cette graine que je connais. Savez-vous d'abord que tous les fruits se composent de 3 parties. La peau, la chair et la graine. Répétez après moi. La peau, la chair et la graine. Merveilleux que vous êtes. Cette graine, elle était tellement mûre qu'elle est tombée par terre. Et c'est sa chair qui a amorti sa chute pour protéger la graine qui porte la vie en elle. Et puis, vous savez, non, vous savez pas, mais un cochon sauvage, oui, c'est lui. Vous voyez le cochon? Oui, ben, il est passé par là, il a mangé la mangue. Il a laissé juste un peu de chair autour de la graine. Et cette chair s'est décomposée. Mais elle est là, je vous la montre, elle est là. Là. Mais vous savez quoi? Nous attendons un instant magique avec mes amis. Vini, vous voulez savoir qui sont mes amis? Allez, je les appelle. Mes amis, Mahana, le soleil, Teata, le nuage, et Repo, la terre. Kézako, et je n'entends pas mes oreilles, ni même mon plumage. Eh oui. J'ai bien capté, la chair s'est décomposée. Décomposition égale fin de vie, égale mort. Enfin, Moquier, tu persistes à me dire que la graine, c'est la vie, et par-dessus tout, vous attendez tous un instant magique, c'est du délire. Mais non! Avec tous mes respects manguiers, vous savez, je pense que pour mon équilibre, je vais m'éloigner un moment de vous tous, pour continuer à chanter et à voler normalement. Je ne veux pas prendre le risque de perdre toute la palette de mes perceptions sensorielles. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, à cause tout simplement de vos délires. Patience est une autre vertu, voyons Vini, que vous devrez acquérir, en plus de la sagesse. Attendez, c'est la suite qui est magique. Ah bon? Eh oui, Vini, tenez, du haut du ciel, Teata et Mahana nous voient naître, grandir et même mourir. Savez-vous que la graine, c'est comme le ventre d'une maman pour un bébé, ou mieux encore, Vini, c'est comme l'œuf dans lequel vous étiez avant de naître. Eh bien, la graine, c'est un ventre ou un œuf, une protection pour préparer la naissance de l'embryon. Ouh, hop, je vois là, Mareta Oua, est-ce que tu pourrais répondre à une de mes questions? Je vais te demander, de quoi aurait besoin un bébé, c'est-à-dire un embryon, dans le ventre de sa maman pour grandir? Je sais pas. C'est pas grave. Je vais interroger un de tes camarades. Oh, mais je vois Joël le Joyeux. Est-ce que vous pouvez aider Mareta Oua? C'est pas grave, je vais vous le dire de toute façon. La graine, excusez-moi. La graine, mais qu'est-ce qu'elle a, la graine? Hein? La graine, tout simplement, elle a besoin pour grandir de nourriture et d'oxygène. De quoi a besoin la graine? De nourriture et
Vous êtes merveilleux. Effectivement, l'embryon dans une graine s'appelle la plantule. La plantule. Et cette plantule, elle est entourée de 2 grosses réserves de nourriture qui sont les cotylédons. Les cotylédons. Ouh. Et puis, les cotylédons et la plantule sont enveloppés d'une petite protection qui est le tégument. Oh, mais tout seul vous répétez, vous êtes une classe formidable. Alors, les enfants, est-ce que vous pensez que Vinny a compris quelque chose? Allez, on va essayer de lui demander, Vinny. Vinny, est-ce que tu as compris quelque chose? Vinny? Vinny? Oh, tu t'es endormi du coup. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quand même, quand même. L'embryon, c'est la plantule. Ces réserves de nourriture, ce sont les cotylédons. Les cotylédons et la plantule sont couverts d'une enveloppe de protection qui est le tégument. Est-ce que c'est juste? C'est juste, les enfants? Oui, c'est juste, Vinny, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Pour pousser et grandir, la graine a besoin de tous ses amis qui sont... Oh, vous êtes merveilleux, effectivement. Et puis, sachez que c'est l'action de Mahana, Teata et Repo qui vont faire que la graine va découvrir la vie. Et c'est ça qu'on appelle la germination. Répétez, la germination. Mais j'ai pas entendu. Merveilleux, merveilleux que vous êtes. Mais Vinny, oui, mais... Que se passe-t-il? Vinny, il ne se passe rien de grave, c'est l'instant magique dont je vous parlais. L'instant magique. Regardez, observez et les enfants, chantez avec moi. Vous êtes d'accord? Allez, jetez vos papiers et chantez. À Tahiti, une graine de manguier nous attend. Mahana Teata, sans oubli, sont ses amis qui l'appellent à la vie. Plus fort tout le monde. De fruits avec Vinny, qui explore un instant merveilleux. La naissance d'un manguier à partir de sa graine, c'est la magie de la germination. C'est l'histoire de la vie, de toutes les plantes, qu'une graine de fruits rend immortelle, la rend infinie, d'un grand cycle éternel. Ah, chut, chut, chut. C'est mon histoire, l'histoire d'un manguier. C'est pas fini? Vinny, vous avez vu comme à la loupe l'étape de la germination. Le tégument va tomber et il va laisser apparaître les cotylédons qui vont se séparer pour laisser les feuilles sur la tige principale. Les racines vont s'enfoncer davantage dans le repos pour puiser tous les éléments nutritifs dans la terre qui lui seront procurés par qui? Teata, avec l'eau de sa pluie, et Mahana avec sa lumière. Vinny, alors, tu as vu? Saint Thomas, je vois, donc je crois, c'est magique. Cette nouvelle plante va grandir et donner à son tour des fruits. L'hypothèse est vérifiée. Aujourd'hui, j'ai pris de la graine avec vous, manguier, en assistant à la germination d'un plant de manguier. Je pense que je peux le dire. La graine, c'est la vie. Vous avez été un excellent chercheur. Continuez à apprendre, à apprendre. Et vous aussi, les enfants, continuez à apprendre. Voilà. Voilà, un grand merci à Pierre Médic pour sa présentation. Alors, je vais juste finir en disant que, voilà, chers professeurs, chers publics, chers collègues, les étudiants de Master 2 MF4
pièces de théâtre scientifique et des animations spectaclisées plus rigolos, plus impressionnants les uns que les autres, afin de vous aider à mieux comprendre les concepts scientifiques. Et nous espérons, donc je parle au nom de la classe, comme le Manguier, qu'à votre tour, vous puissiez semer les graines du savoir pour faire germer chez les enfants, les étudiants, le goût d'apprendre, le goût des sciences. Voilà. Merci. Eh ben. Eh ben, grand merci pour ces théâtres de sciences ou animations spectaclisées. Peut-être qu'on a un petit peu le temps là de discuter de ce qu'on a vu, y compris le public, s'il a des réactions. Je crois que les étudiants restent avec nous, c'est ça? Oui, voilà, ils sont là. Et, voilà, on les reconnaît mieux maintenant. Alors, je vais donner la parole aux auteurs, aux spécialistes de la question. Est-ce que, en attendant, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, poser une question? Une remarque? Non, je demandais s'il y avait. Oui. Bah, peut-être vous pouvez venir, les auteurs des 3 pièces, auteurs et acteurs. Oui, vous pouvez vous mettre là et puis ils vont s'asseoir ici. Ah oui, oui, oui. Et donc les pièces vont vous être distribuées sur les iPads, si vous voulez avoir les textes. Voilà. Les droits d'auteur. Vous pouvez vous asseoir là. Alors, donc on avait les auteurs de la première pièce sur le ver de terre. Voilà, c'est vous deux. On peut commencer peut-être, si vous avez des réflexions à nous faire part sur le travail qui a été mis en œuvre, sur à la fois la dimension théâtrale et puis la dimension scientifique. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées Ah, pardon. On va les laisser souffler un peu parce que je pense que ça y est, le stress est redescendu. Hein. Donc en fait, je voulais juste te dire que vraiment toute cette année, on vient tous de milieux assez différents. On est enseignants, CPE, étudiants. Et c'est vrai qu'on nous a demandé un exercice qui n'était pas facile parce que c'est pour aucun de nous notre métier de base, on va dire. Et je pense qu'aucun de nous n'avait fait vraiment véritablement de théâtre avant. Et grâce à cet exercice, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait qu'on ait les connaissances scientifiques, mais en même temps, toutes les connaissances liées au théâtre, liées à la dramaturgie et à la théâtralisation. Et je pense qu'on a énormément appris. Voilà. Et on s'est mis à la place de beaucoup de personnes, donc des scientifiques, des auteurs, des metteurs en scène, des costumiers. Et donc voilà. Oui, là on est dans un cas où le médiateur a été acteur, metteur en scène, effectivement, où il a assuré tous les rôles de la chaîne. Oui, Joël Lebaume. Joël Le Joyeux, qui n'était pas forcément attentif au moment où la question lui a été posée. Bon, je voulais d'abord vous féliciter, mais je regrette un peu que vous ne m'ayez pas montré ça dès le début, parce que je vous aurais poussé un peu plus loin. Là, c'est pour rassurer Rodica. Non, bien sûr. Non, mais vraiment, toutes mes félicitations, parce que ce que vous avez fait en complément avec moi, je crois que ça s'articulait assez bien. Je voulais faire une remarque sur les vers de terre. Oui, je sais bien. Comment vous êtes répartis les 2 rôles?
En fait, on devait écrire une pièce de théâtre scientifique, hein, c'était la consigne qui nous était donnée, et comme on pouvait le faire à deux, donc du coup on voulait absolument faire deux personnages. Donc dans la vraie vie, on est frères et sœurs, donc on a décidé de faire le parallèle dans la pièce de théâtre. Donc c'est une petite sœur qui vient juste de naître, en fait, qui sort de son cocon et qui découvre un peu le monde, et son grand frère qui est scientifique vient en fait lui expliquer en fait qu'est-ce que voilà. D'accord. Non. Ils sont hermaphrodites. C'est dans la pièce aussi, la suite. D'accord. Scolaire, vous savez bien que les garçons privilégient un peu sont privilégiés par les orientations scientifiques, et qu'il faut peut-être lutter contre les stéréotypes de ce genre. C'est pour ça que dans le bouquin que nous avons utilisé, que vous avez lu, ou feuilleté en tout cas, les dialogues sont toujours entre un garçon et une fille, et un savant et une savante. Mais parce que ce qui m'a surpris le plus, c'est que c'est vous la savante, et lui, c'est le spécialiste, parce qu'il le cache, de l'effet Magnus. Et tu n'as pas apporté ton matériel pour montrer l'effet Magnus. Il va vous l'expliquer en 2 mots. Qu'est-ce que l'effet Magnus, alors? Alors l'effet Magnus, c'est... vous savez, c'est... lorsque vous faites un coup franc dans le football, la trajectoire de la balle, elle fait une banane. C'est ça l'effet Magnus. Et elle est due à quoi cet effet? C'est dans un fluide, ça veut dire l'air ou un liquide, quand un cylindre ou une sphère est en rotation, d'un côté du sens de la rotation, l'air elle est accélérée, ce qui crée une dépression en fait, et à son côté opposé, l'air elle est freinée par la rotation, ce qui crée une accumulation d'air, et la pression d'air qui frappe le ballon, elle est plus forte que celle en fait du haut, et donc le ballon se déplace. C'est ça l'effet Magnus. Et là, il y a un effet générationnel net, parce que pour moi c'était Platini, le premier qui avait fait ce coup franc, et pour nos amis c'était Carlos, voilà, que je ne connais ni des lèvres ni des dents. D'accord, merci. D'autres remarques du public ou de nos spécialistes? Oui. Oui. Alors, moi, je vais vous retourner la question. Selon vous, est-ce que c'était une animation spectaclisée ou un théâtre scientifique? Qui veut s'essayer dans le public? Allez, Monsieur Joël le Joyeux. Can you repeat the question? Oui, j'ai entendu. En quoi c'est important de distinguer les choses? Non, mais sur l'étiquetage de l'événement, en quoi c'est important de dire que si c'est un spectacle de sciences ou des sciences théâtralisées? C'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire. Hein. Pour moi, ça n'a pas essentiellement, ça n'a pas de grande importance de savoir de l'étiqueter d'une façon ou de l'autre. Il y a des sciences, il y a du théâtre, il y a une activité de médiation. Voilà. Hein. D'accord. Est-ce que tu voulais proposer d'autres pistes de réponse? Vous aviez pensé Alors moi, j'ai juste envie de dire que c'est vrai qu'il y a eu un petit peu des deux, dans la mesure où j'avais un déguisement, un petit peu,
mais en même temps, j'ai sollicité le public. Donc la pièce de théâtre, elle a été en fait une pièce de théâtre. Lorsque nous allons au théâtre, c'est pour regarder une pièce. Le public n'est pas sollicité. Or là, j'ai sollicité le public. Et du côté de l'autre côté, quand on est du côté de la scène, c'est vrai que en étant acteur d'une pièce de théâtre, j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais là, j'ai pris le risque de solliciter le public en ne sachant pas ce à quoi je pouvais m'attendre. Voilà. Mais en même temps, c'était important, il me semble, de pouvoir montrer qu'on pouvait effectivement la différence entre animation spectaclisée ou théâtre scientifique. L'intérêt était celui de pouvoir transmettre des connaissances sur la germination. Voilà, de manière assez simple, on va dire ça comme ça. Peu importe en fait. Moi, c'était juste une question que je voulais poser, c'est sur les contes tahitiens. Est-ce que dans les contes tahitiens, on fait appel au public? Dans le conte créole, oui, à l'oral, il y a un appel au public. Donc, même s'il se déroule sous une forme théâtrale, le public est rappelé. Il y a des moments où le public sait qu'il doit réagir. Yécri, yécra, par exemple. On le fait ensemble. Yécri, voilà. Donc, qui pourrait être exploité dans ce type de situation. On est en train d'essayer d'étudier des différences entre le conte créole et le conte canadien, et jusqu'à présent, c'est la seule qu'on a trouvée, c'est à l'oral. À l'écrit, les contes apparemment ont la même fonction. Voilà, mais c'était juste pour dire, voilà. Parce que ça peut être un conte scientifique aussi. Et puis, c'est une production mixte, une vidéo. Enfin, voilà, on fait de moins en moins la différence peut-être entre quelque chose qui est purement théâtral, on a le recours à la vidéo. Voilà. Mais sur le conte tahitien, il n'y a pas d'appel au public quand un conteur fait... si. Oui, bah oui, créole réunionnais, créole martiniquais, guadeloupéen, oui. Je suis complètement extérieure à ce que vous avez fait, mais je suis de tout cœur avec la production. C'est vraiment génial. Et du coup, tout au long de la scénarisation, production, je me suis posé la question si c'était en tahitien. Et je voyais parfaitement les mots qui ne s'intéressaient pas à copier-coller ni traduire, hein, mais on a une façon de dire les choses à l'oral. Et la question que vous posez, est-ce qu'il y a des formules de connivence, d'adiscalie par rapport au public qui écoute? Je crois que oui. Mais c'est peut-être pas dans le sens où vous donnez. La langue tahitienne est très phonique et avec beaucoup de voyelles. Et on voit, si vous venez, il y a beaucoup de a, e. C'est une façon d'encourager le public à rester éveillé pour regarder le reste. Et pour répondre parfaitement à la question, il faudrait regarder dans les recueils de tradition orale de Stevenson qui remontent dans les années 1927 à 30, sur la langue Pomotu. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Là, c'est un axe de recherche qui peut coller avec ce que font les enseignants ici. Voilà, c'est une ébauche de réponse. Alors, quelques dernières interventions parce qu'on va dépasser l'heure. Pour rebondir sur les propos qui viennent d'être dits et notamment pour faire le lien avec la contextualisation, lorsque nous avons travaillé sur la production et la conception des animations spectaclisées ou des pièces de théâtre, nous avons beaucoup échangé sur qu'en est-il de l'utilisation du français local. Parce qu'au fait, en Polynésie française, nous avons nos jeunes adolescents, pour la majorité des étudiants que nous sommes, au fait, nous nous adressions justement à ce public et on s'est interrogé. Faut-il utiliser le français local? Oui, non. Quel en serait le dosage? Doit-il y avoir une reformulation? Et au fait, dans la conception de nos pièces de théâtre, nous nous posions aussi ces questions. D'où ma remarque de tout à l'heure, nous sommes concepteurs, oui, nous sommes auteurs, nous sommes scientifiques, nous sommes parfois arrivés à être linguistes, entre guillemets, Rodica, si je peux me permettre. Mais en tout cas, ce que nous avons retenu de beau, et nous remercions Rodica pour cette magnifique expérience en Master 2, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous a permis d'apprendre les choses autrement. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent à l'école.
et peut-être dans la formation des enseignants, qu'elle soit initiale ou continue. Le théâtre scientifique ou l'animation spectaclisée est vraiment quelque chose qu'il faut développer avec nos enseignants et nos élèves, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'apprendre autrement. On passe par la pédagogie de l'étonnement, on passe par l'émerveillement, et c'est vraiment une manière de susciter le besoin et de provoquer chez nos élèves ou notre public une manière au fait d'attirer l'attention et de pousser encore à la réflexion. C'est bien ça le but des sciences. Merci Samantha, je sais qu'on n'a plus le temps, donc on n'a pas très bien géré en fait, parce que je voulais qu'on parle un peu de l'évaluation. Le but en fait de cette table ronde était de discuter du métier de médiateur scientifique. Quand on est médiateur scientifique, on peut l'être dans un centre culturel et scientifique, dans la maison de la culture, dans un musée, etc. Donc nous faisons un produit d'animation qui transmet des connaissances. Donc déjà, c'est très difficile de mettre le curseur entre pédagogie et loisirs dans ce genre d'activité. Après, est-ce qu'on peut ou pas évaluer? C'est très difficile d'évaluer, pas pour vérifier les élèves, bien sûr pas une évaluation dans le sens classique du terme, mais pour faire évoluer notre pratique d'animateur, l'améliorer, pour mieux transmettre donc le savoir. Comment peut-on évaluer ce type de produit? Parce que si une animation scientifique classique qu'on peut avoir faite par les compagnies spécialisées peut être évaluée, parce que le public parfois il reste, il répond aux questions. Dans une animation de ce type, dans un produit avec toutes les réserves, produit d'animation, voilà, pour le public, comment on pourrait l'évaluer? Parce que le public, il part, et l'acteur, on devrait avoir quelqu'un d'autre dans la salle, comment on pourrait savoir qu'est-ce qu'on transmet? Parce que quand même, on a vu une différence entre la dernière prestation où elle a sollicité le public. En fait, c'était aussi une animation, initialement, c'était du théâtre, ce qu'elle nous avait fait. Elle a utilisé tous les moyens possibles et on lui a demandé de la transformer un peu pour avoir une interaction avec le public. Mais aussi pressé par le temps, tu l'as fait très vite et tu n'as pas laissé des pauses et des silences. Peut-être tu aurais eu des réactions et des questions. Voilà. Dans le premier cas où on ne pouvait pas, comment on peut évaluer si on a transmis quelque chose, si les gens ont compris vraiment quelque chose ou pas, quand ils sont partis? Donc après un semestre, moi je me pose effectivement la question, est-ce que ça doit être évalué? Oui, hein. De nous-mêmes. On a transmis quelque chose ou pas? Mais sur du théâtre, c'est ce qu'on disait, comme dans la mesure où il n'y a pas d'interaction avec le public, d'interaction immédiate avec le public, effectivement c'est compliqué. L'animation spectaclisée, comme le disait Thierry Nuit, le médiateur, là je parle vraiment de médiateur et pas d'acteur, se met en danger parce qu'effectivement il y a les réactions. Sur le théâtre, ça me paraît compliqué, effectivement. Ça répond aussi à la question de Joël de tout à l'heure, pourquoi on doit distinguer les deux. Parce que si tu es médiateur scientifique, et si on te propose de faire une animation spectaclisée, si tu es professeur de mathématiques, tu ne vas pas accepter de faire une animation sur la biologie. Alors que si tu es face au public le jour où tu dois faire une prestation et on te dit tu vas jouer la pièce de théâtre, tu vas dire je préfère ça. Parce que je suis protégée par le masque, par le costume, et on ne me voit pas. Parfois, on a des costumes qui nous cachent complètement. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on est protégé en fait, par le personnage. Effectivement, je suis assez d'accord, et pour répondre à ta question, Joël, je pense que la grande différence, effectivement, elle n'est pas du tout sur le contenu ou la manière d'apporter le contenu ou de le vulgariser, elle est vraiment dans la relation qu'on a au public, entre l'animation et le théâtre. Bon. Ah oui, voilà, il y avait quelqu'un qui voulait parler tout à l'heure et qui n'ose plus lever la main. Alors, dernière intervention. Oui, donc juste peut-être aussi que dans l'animation, il y aurait peut-être une part d'improvisation qu'il n'y a pas forcément dans le théâtre où on connaît...
Enfin, ça dépend du type de théâtre aussi, mais je veux dire, la plupart du temps, on connaît son rôle et l'improvisation a une toute petite part, une toute petite place, alors qu'en animation, on s'adapte au public qu'on a aussi si on voit que quelque chose ne marche pas ou qu'au contraire, quelque chose est intéressant ou que l'image qu'on a utilisée ou l'analogie ne va pas marcher, on va changer, choisir autre chose, partir dans une autre direction et totalement s'adapter à son public. Cécile. Oui. Si ça serait intéressant de publier ça, parce que tu as une expérience dans le domaine. Alors je sais que je n'ai vu que 3 extraits d'un panel de projets plus large, hein. Donc c'est difficile de répondre. Mais à partir du moment où il y a déjà plus que 3 projets, j'aurais tendance à dire oui, c'est intéressant de voir, d'avoir une somme de démarches, de vulgarisation, plusieurs supports qui peuvent intéresser en plus les enseignants en devenant un support de communication sur les sciences en classe, quoi. Comme ça, globalement, sans connaître précisément les contenus, oui, je dirais, il y a matière à faire un livre. Après, il faut savoir que moi, je fais livre de tout, que ma spécialité en édition a toujours été de faire exister aussi des livres qui n'avaient pas forcément leur place sur le marché classique de l'édition. Ce qui m'a amené à faire des incursions dans des éditions très indépendantes, très autonomes, très autodiffusées, vendues par souscription, en vente directe, en travaillant sur des micro-publics, quoi, et sur du réseautage. Donc en fait, matière à faire un livre, oui, dès lors qu'il y a un contenu vers un public, bah oui, on peut faire un livre. Après, il faut simplement bien le faire et dans la bonne économie ou sur le bon support et surtout sur la bonne voie de commercialisation, quoi, tout bêtement. Et ça s'étudie et voilà. Alors après, plusieurs auteurs égale plusieurs droits. Enfin voilà, il y a une économie du projet à envisager aussi. Il faut examiner ça de très très près dans de l'économie papier ou dans l'économie du numérique. Enfin voilà. Ça peut être aussi de la publication internet qui a le mérite de favoriser le partage sur un territoire comme le nôtre. Si c'est dédié à être un support pédagogique pour les professeurs de collège, par exemple, ben voilà, identification du public cible, identification, évaluation de la qualité et du volume des contenus, et après on arrive à... Voilà. Mais moi, je trouve le projet intéressant, oui. Je trouve le projet très intéressant, d'autant que disposer d'un spectacle ou d'une capacité de spectacle pour assurer la promotion, enfin voilà, l'un entraînant l'autre, quoi. Un spectacle, enfin bon, j'ai fait, il se trouve dans ma vie que j'ai fait un livre sur le clown, ça je vais vous faire rire, hein. Enfin, c'était pas moi le clown, hein. Et c'est vrai que l'auteur était enseignant, dispensait des stages de clown et faisait des spectacles de clown, et bien évidemment son livre a pu être commercialisé dans le cadre de ses cours, dans le cadre des spectacles. Donc dès lors qu'on a des rendez-vous avec du public physique, on a aussi la potentialité à diffuser un ouvrage, quoi, à diffuser un livre. Bon, eh bien, merci à tous. Merci à chacun. Merci aux étudiants aussi, hein. Un grand merci pour ces beaux spectacles de sciences.